Donc, point de presse qui débutera dans quelques instants de la part des autorités de santé publique en Abitibi-Témiscamingue et des gens du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue à cette diffusion en direct pour ceux qui se joignent à nous sur les réseaux sociaux Facebook et pour ceux qui se joignent à nous à la télé, bienvenue, bonne écoute de ce point de presse du CISAT qui aura lieu dans quelques minutes. On va commencer par faire le tour d'horizon de la situation en Abitibi-Témiscamingue dans les dernières 24 heures. Vous voyez cette carte qui est à l'écran juste aux côtés de moi. Un nouveau cas qui a été déclaré dans la MRC de Rouyn-Noranda. On en est à 39 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, 22 dans la MRC d'Abitibi, 6 dans la MRC de Rouyn-Noranda, 6 dans la vallée de l'Or et donc les autres cas sont répartis dans la MRC Abitibi-Ouest et Témiscamingue. Et là, donc, c'est le portrait. Une seule hospitalisation en ce moment, selon le CISAT. On aura plus de détails là-dessus dans les prochaines minutes. On aura la chance de questionner les différents acteurs. Mais tout d'abord, ça débute en cette journée où le Québec commémorait la mémoire des personnes disparues durant cette crise de la COVID-19, puisque ça fait officiellement 1 an que cette pandémie affecte notre province. 1 an, vous étiez où, vous, à la maison, l'année dernière, quand le tout a commencé? Chacun se souvient un peu de cette fameuse fin de la semaine où François Legault a annoncé la fermeture des écoles, entre autres, où les événements ont été annulés, où le Québec s'est littéralement mis sur pause. Je veux savoir, vous, à la maison, et je vais voir vos commentaires en temps réel durant cette diffusion-là. Vous étiez où? Pour ma petite anecdote personnelle, moi on faisait l'actu, moi et Mathieu Proulx, l'année dernière, et moi j'étais en vacances dans le sud au moment où tout le Québec s'est mis sur pause. On ne pouvait pas croire à quelques jours avant de partir à quel point ça allait affecter le Québec et à quel point ça l'affecte toujours. La vaccination, elle, en Abitibi-Témiscamingue, se poursuit. On n'aura plus de détails dans les prochaines minutes sur cette campagne de vaccination. Je regardais les données statistiques depuis la semaine dernière. On parlait de plus de 1600 personnes vaccinées. On aura la chance avec le Centre de santé et de services sociaux d'avoir plus de précision dès que ce point de presse débute. Sous un autre ordre d'idée, la région en ce moment fait face à des vents violents par endroits. Donc, si jamais vous voyez quoi que ce soit sur le territoire d'Abitibi-Témiscamingue, gênez-vous pas pour nous écrire et nous envoyer vos photos. Je vous amène également concernant la pandémie. Je suis allé chercher mes outils juste ici. Semblerait-il que ça n'a pas voulu suivre. Donc, si jamais vous avez une personne de 70 ans et plus dans votre entourage ou vous êtes âgé de 70 ans et plus, vous pouvez vous rendre au québec.ca /vaccin COVID. Oui, si vous voulez prendre votre rendez-vous pour la vaccination pour la COVID-19. La question a finalement été changée sur le système. Bon, le système, depuis la semaine dernière, demandait aux gens si vous avez été en isolement, est-ce que vous avez terminé votre isolement ou est-ce qu'il se poursuit? Ça pouvait porter à confusion. Ça a été corrigé dans les dernières heures. On a validé tout ça aujourd'hui. Je vais vous présenter des symptômes de la COVID-19. Vous pouvez vous rendre au covid19.québec.ca et ou appeler le 1-877-644-4545 pour obtenir un rendez-vous de dépistage pour s'assurer que vous n'êtes pas atteint de la COVID-19 et que vous ne transmettrez pas cette fameuse COVID-19. Donc, pour les gens qui se joignent à nous, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, je vous remontre le portrait en Abitibi-Témiscamingue pour les 24 dernières heures. Vous voyez cette fameuse carte qui est préparée par le CISAT à chaque jour. Un seul nouveau cas de COVID-19 dans la région et c'est dans la MRC de Rouyn-Noranda. Point de presse qui débute dans quelques instants. Et on parlait des vents aussi à travers tout ça. Il y a quelqu'un qui dit: je viens de voir passer le tempo de mon voisin en avant de chez nous. Alors ça donne un peu une idée pour les gens qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas remarqué la météo. Pour ceux qui sont dans les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous suis à l'instant devant moi. Je veux savoir, vous étiez où il y a 1 an quand cette pandémie de la COVID-19 a débuté?
L'Abitibi-Témiscamingue a connu ses premiers cas un peu plus tard, mais le Québec au complet s'est mis en pause dans les journées qui ont suivi l'annonce du début de tout ça. Le premier ministre qui avait fait l'annonce en fin de la semaine qu'il fermait les écoles au Québec et mettait le Québec en bonne partie sur pause. Vous étiez où? À quel point ça vous a marqué? Et on Bonjour va à au tous. point de presse. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 11 mars. Quatre porte-paroles s'adresseront à vous aujourd'hui pour présenter un bilan de la campagne de vaccination et l'état de situation épidémiologique. Ces porte-paroles sont Mme Caroline Roy, PDG, Mme Katia Châteauvert, directrice régionale de campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr Mombola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous lors de nos points de presse hebdomadaires. Donc, quelques informations pour aujourd'hui. En fait, un bref retour là, sur la réorganisation temporaire de nos services dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre infirmière. Donc, comme vous le savez, depuis novembre dernier, maintenant 4 mois tout près, on est en réorganisation temporaire de certains services au sein de l'organisation. Réorganisation qui était nécessaire dans un contexte où on a une pénurie puis une précarité réelle et importante au niveau de nos ressources et particulièrement en soins infirmiers, mais réorganisation qui nous permettait aussi de prendre un pas de recul et de revoir l'ensemble de l'organisation de nos services qui utilisent des infirmières pour tenter d'en utiliser moins, tout en maintenant les services à la clientèle de qualité sécuritaire, évidemment. Donc, ça me fait plaisir de vous confirmer qu'à partir de la semaine prochaine, notamment pour les points de service CLSC en milieu ruraux, tous les points de service pour lesquels il y a eu une modification dans l'offre de service, avec entre autres là, le retrait d'une offre de service par des infirmières depuis novembre dernier, les services, il y a de nouveau des services qui vont être offerts dans tous les points de service. Certains seront différents, selon un horaire différent, selon peut-être une personne différente ou une offre de service modifiée. Par contre, il y aura réellement des services à partir de la semaine prochaine à tous les endroits. Ce que je peux vous confirmer aussi, c'est qu'au niveau de la précision quant à l'information pour votre point de service ou chacun des territoires concernés, donc il y en avait autant là, au Témiscamingue pour lequel l'intégralité est déjà de retour, Abitibi-Ouest, MRC Abitibi, également MRC Rouyn-Noranda. Tout ça va être disponible à partir de la semaine prochaine sur notre site Internet. Puis évidemment, on va rencontrer les différents groupes là, concernés pour les en informer aussi. Donc maintenant, si on revient à notre situation liée à la pandémie. En fait, aujourd'hui, 11 mars, est la journée de commémoration nationale qui a été décrétée par le gouvernement là, provincial, le premier ministre Legault, en mémoire des victimes de la COVID. Donc, je tiens à le souligner aussi, puis je tiens à exprimer encore une fois là, vraiment nos condoléances, puis nos pensées qui accompagnent chacune des familles qui ont été affectées par le décès de 7 personnes depuis le début de la COVID là, en région. Donc, cette famille est évidemment proche qui sont concernés par cette situation. Vous le voyez probablement aujourd'hui aussi, tous nos drapeaux sont en berne au sein de nos installations publiques. Puis également, à 13 heures ce jour, il y a eu 1 minute de silence là, qui a été annoncée dans chacune de nos installations en mémoire des victimes. Maintenant, campagne de vaccination, qui est vraiment notre note d'espoir là, en cette vague de pandémie. Vous le savez, c'est annoncé, c'est diffusé largement. C'est les personnes âgées de 70 ans et plus, donc qui ont ou qui auront 70 ans au cours de l'année 2021, qui ont accès maintenant à s'inscrire à la campagne de vaccination. Donc, on a des cliniques ouvertes dans chacun de nos territoires d'MRC. Puis vraiment, on invite toute la population qui correspond à ce groupe d'âge là, à s'inscrire sur les différentes cliniques de vaccination. Puis tout à l'heure, Katia Châteauvert, ma collègue, va pouvoir vous présenter plus de détails à ce sujet-là. Je tiens à le redire, toute la population qui souhaite avoir un vaccin en région, dans les prochains mois, tout le monde pourra être vacciné. Donc, on a suffisamment de vaccins pour tous qui va arriver. Évidemment, on procède par groupe prioritaire. C'est vraiment de cette façon-là qu'on tient à protéger nos personnes les plus vulnérables à la COVID avant d'autres groupes d'âge. Donc, on le sait qu'il y a certaines personnes qui ont moins de 70 ans, qui ont des maladies chroniques, qui ont certaines particularités, des situations aussi d'accompagnement, d'autres personnes un peu plus âgées à domicile. Mais réellement, ce n'est pas votre tour à vous faire vacciner. Ce sera bientôt le tour de chacun d'entre nous. Donc, il faut être patient. Puis oui, il y aura des vaccins pour tout le monde et plus tôt que tard, je vous le dis. Donc, ne tentez pas de vous inscrire si vous ne faites pas partie d'un groupe
prioritaires parce qu'évidemment, nous, on fait des filtres, puis il y a de l'annulation de rendez-vous si vous n'êtes pas là, confirmé par un des groupes prioritaires. Et même sur place, lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous de vaccination, si vous avez 38 ans, si vous avez 58 ans, on va également là, vous retourner pour pouvoir faire bénéficier une personne qui correspond au groupe prioritaire la vaccination de la COVID comme telle. Belle nouvelle aussi, je ne veux pas que c'est-à-dire les enjeux de transport pour certaines personnes constituent une contrainte à l'accès au vaccin. Donc, on a vraiment plusieurs partenaires partout en région, dans chacun des territoires qui se sont offerts pour contribuer au transport, au déplacement, accompagnement de nos clientèles qui sont à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à se déplacer aux différents sites de vaccination. Sur notre site Internet, vous retrouvez par territoire de MRC sous la tuile Vaccination COVID-19 toute l'information sur les organismes et entreprises là, qui collaborent à aller chercher les gens qui ont de la difficulté à se rendre au site de vaccination et à les apporter et même parfois les accompagner au sein du site. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à contacter cet organisme qui correspond à votre besoin, confirmer qu'il est disponible et ensuite vous inscrire à votre rendez-vous de vaccination. On veut s'assurer que l'offre soit gratuite et sans frais pour nos usagers qui en ont réellement besoin. Donc, je vous invite à le faire parce que toute personne en région qui souhaite avoir le vaccin va l'avoir et ce ne sera pas une difficulté de transport qui va être une contrainte à ce sujet-là. Dernier message, je m'adresse à toute la population maintenant. En fait, on constate que ce n'est pas toute la population qui ont facilement accès à l'information quant au fait que maintenant, on est effectivement en vaccination de nos personnes âgées de 70 ans et plus qui ont ou qui auront 70 ans et plus en 2021. Donc, je vous invite à appeler votre voisin, à appeler votre entourage pour les en informer parce que les modalités de communication sont multiples, mais malheureusement, on constate qu'on n'a pas accès à tous les réseaux de communication. Malgré notre bonne volonté. Donc, je vous invite à le faire. Je pense que les gens que vous allez contacter puis qui n'auront pas eu accès à cette information vont l'apprécier. Puis, vous pouvez transmettre l'information quant au numéro de téléphone à contacter ou même les accompagner pour leur inscription. Puis, ça va nous permettre d'augmenter la couverture vaccinale en région. Sur ce, je vous remercie. Je vais être disponible pour répondre à vos questions. Merci, Sarah. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Mme Katia Châteauvert à poursuivre. Katia. On recommence. Bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire un petit topo de la vaccination. Nous sommes actuellement à vacciner la clientèle de 70 ans et plus, comme a dit ma collègue Mme Roy. Et au courant de la semaine prochaine, on va débuter les travailleurs de la santé phase 2 du CISAT et éventuellement, au début de la semaine prochaine, on va entrer en contact avec les entreprises et les organismes. Katia, votre micro est fermé. Là, est-ce que c'est correct? Oui, on vous entend bien, merci. OK, désolée, je l'avais ouvert, puis c'est comme s'il a refermé tout seul. Donc, je recommence. Bien, bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je vous fais un topo de la vaccination actuelle. Donc, nous sommes en vaccination dans l'ensemble des RLS. Nous avons, dans le fond, des sites de vaccination dans 5 plus grandes villes. Et nous avons un site de vaccination qui va ouvrir aussi à Sainte-Terre dans la semaine du 22 mars. Et le site de Val-d'Or aussi va être ouvert à ce moment-là. Et nous avons aussi le site ATK qui est fonctionnel. Donc, actuellement, on vaccine la clientèle de 70 ans et plus de la population. Et au courant de la semaine prochaine, on va débuter la vaccination des travailleurs phase 2 du CISAT. Et par la suite, on va aller avec les travailleurs phase 2 de la population. Au début de la semaine prochaine, on va entrer en contact avec les organismes et les entreprises qui regroupent ces travailleurs pour avoir une collaboration avec eux là, pour favoriser cette vaccination-là auprès de ces personnes. Je rappelle pour la prise de rendez-vous, dans le fond, vous contactez à la ligne téléphonique qui est le 1-877-644-4545 où vous avez accès aussi à notre site Internet du CISAT, que le lien est aussi présent. Et par la suite, vous pouvez aussi directement sur Clic Santé aller vous inscrire. Donc, on vous interpelle aussi transmettre l'information que nous allons replanifier la deuxième dose de la vaccination qui avait été prévue, dans le fond, après
8 semaines et qui est retardé à 16 semaines. Donc, aux alentours du mois d'avril, à la mi-avril, on va redébuter la vaccination pour la deuxième dose. Au courant de la semaine prochaine aussi, là, les démarches vont tous se faire pour recontacter les gens afin de leur redonner un rendez-vous pour la deuxième dose. Aussi, au courant de la semaine prochaine, nous avons reçu un vaccin qui nous permet d'aller vacciner les personnes à mobilité réduite à domicile. Donc, avec une collaboration avec les soins à domicile de notre établissement, nous allons aller rejoindre la population qui sont incapables de se déplacer dans les sites. Donc, on va pouvoir augmenter la couverture et rejoindre, dans le fond, ces personnes-là qui sont plutôt dans l'incapacité de se déplacer, donc vont pouvoir bénéficier de la vaccination eux aussi. Donc, ça ferait le tour des partagés. Merci beaucoup, Dr. Landry. Je vous invite à poursuivre. Oui, bon après-midi tout le monde. Écoutez, j'aimerais réitérer le message de Caroline d'avoir une pensée pour tous les êtres chers qui nous ont quittés prématurément à cause de la pandémie. Et voilà, j'enchaînerai. Je pense qu'effectivement, la vaccination est la lumière au bout du tunnel. Comme Mme Chateauver l'a mentionné, il y aura beaucoup de vaccins qui vont arriver dans les prochains jours et semaines. Donc, la cadence sera beaucoup augmentée. Et comme vous voyez à l'écran, actuellement, nous avons 12 659 de personnes vaccinées dans notre région, donc qui représentent 8,6 % de notre population par rapport à 7,3 % au Québec. Donc, on est très, très content de ces résultats-là. Voici l'ensemble des doses sont réparties de la façon suivante. 37 % sont allés au travers de la santé, 7 % au niveau des résidents CHSLD et RI, 17 % cliniques de vaccination de masse, donc une bonne alimentation. Puis ça va se poursuivre, là, comme je vous disais, dans les semaines et mois qui suivent. Communauté, OK, communauté isolée, 20 % et résidents RPA, 16 % et proches aidants, 1 %. Prochain, bon, ça, je pense que c'est des diapos qu'on vous a déjà présentés. Un très bon taux de vaccination auprès de nos résidents CHSLD et ressources intermédiaires. Travailleurs de la santé, près de 5 000. Résidents RPA, très bonne couverture également, 87 %. Communauté isolée, 69 %. Pour les autres catégories d'âge, on va voir plus un tableau plus en détail. Sarah, s'il vous plaît, merci. Par catégorie d'âge, vous voyez, là, c'est par tranche de 5 ans, mais comme vous voyez, le bleu est le nombre de doses, première dose reçue. Orange, ce sont les rendez-vous première dose de prise et les gris à venir. Mais comme vous pouvez le constater, très bonne couverture, 80 ans et plus, ça donne au total 3 512 personnes à date de vaccinées. Et avec les rendez-vous de prise, ce qui nous met une couverture vaccinale près à 90 %, c'est très, 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 très bien. C'est excellent parce qu'on vise toujours, pour l'immunité collective, on vise 75 %, fait qu'on est vraiment au-delà. Il y en est de même également pour la catégorie 70 ans et plus. Au total, pour ces deux, les tranches d'âge, ça fait au-delà de 1845 personnes qui ont reçu déjà une première dose avec, comme vous voyez, la prise de rendez-vous qui dépasse le 80 %. Alors, nous sommes très, très contents de ces données-là. Par ailleurs, je tiens à vous rassurer que tous les vaccins administrés en Abitibi-Témiscamingue sont sécuritaires et efficaces. Le but est de nous protéger contre les complications graves, c'est-à-dire les hospitalisations, les décès. C'est pourquoi nous espérons de vacciner le plus rapidement possible la population. Maintenant, chaque personne vaccinée contribue à renforcer l'immunité de notre population, surtout protéger comme vous le savez, nos plus vulnérables. Et chaque vaccin nouveau autorisé nous ajoute un arsenal thérapeutique
pour lutter contre cette pandémie-là. Et comme Caroline l'a si bien dit, écoutez, toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées le seront. Et d'ici cet été, tout le monde aura au moins reçu une première dose. On sait que la première dose, elle est super efficace. Alors, somme toute, on vous encourage à vous faire vacciner. Il y aura beaucoup de plages horaires disponibles à suivre au niveau des communications et sur notre site Facebook. Merci beaucoup. Merci, Dr. Landry. Dr. Sobanjo, je vous laisse le soin de compléter l'information, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est une bonne opportunité d'être avec vous cet après-midi. Je vais essayer de dresser un topo, un bilan de nos états de situation épidémiologique depuis le début de la pandémie. Donc, pour la région, depuis le début de la pandémie, nous avons 885 cas confirmés, donc 706 de ces cas sont associés à la 12e vague. Également, depuis le début de la pandémie, nous avons 46 éclosions confirmées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. 4 étaient pendant la première vague, donc 42 éclosions ont été enregistrées depuis le début de la 12e vague en Abitibi-Témiscamingue. Et de ce nombre des éclosions, il n'y a que 7 qui avaient plus de 10 cas et plus. En général aussi, nous avons, pour ce qui est nos cas actifs actuellement, nous n'avons que 39 cas actifs, dont 22 dans l'MSC de l'Abitibi, 6 dans l'MSC de Rouyn-Noranda, 6 dans l'MSC de Vallée-de-l'Or, et le reste sont dans les 12 autres MSC qui affichent moins de 5 cas actifs. Nous avons une personne hospitalisée actuellement à notre centre désigné et la personne n'est pas aux soins intensifs. Actuellement, nous n'avons que 3 éclosions en cours, dont une qui est dans la résidence des personnes âgées, pour lesquelles nous n'avons pas eu de nouveaux résidents confirmés positifs depuis plus d'une semaine. Donc, la situation en général s'évolue bien en région. Par ailleurs, nous avons actuellement 94 cas confirmés ayant lié aux variants sud-africains dans notre région. Je vous confirme qu'aucun de ces 94 cas sont encore actifs. Ce sont tous des personnes qui sont rétablies. Toutefois, depuis février, donc c'est des personnes, la majorité des 54 cas qui ont été ajoutés cette semaine sont tous des personnes qui ont eu la COVID à partir de mi-février jusqu'aux dernières 12 semaines. Normalement, ça prend 12 semaines environ pour avoir une confirmation par séquençage. Donc, toutes les éclosions que nous avons eues dernièrement, donc nous avons eu 6 éclosions depuis février et ces éclosions sont associées aux variants confirmés. Nous avons actuellement 3 autres éclosions qui sont en cours pour lesquelles nous avons des cas présomptifs, mais aucun cas confirmé par séquençage. Le nombre de tests qui ont été effectués, qui ont été réalisés dans notre réseau dans la dernière semaine, c'est 2078. Donc, nous continuons à effectuer beaucoup de tests de dépistage parce qu'on veut être en mesure de contrôler la transmission. Et d'ailleurs, ça s'en va dans la bonne direction. Nous constatons une diminution d'un nombre de cas par semaine. Nous constatons également une diminution dans le nombre de cas actifs. Mais la prudence est toujours de mise parce que nous avons actuellement des cas actifs dans toutes les MRC de la région et on sait que commence à faire beau et la tendance est d'oublier et de relâcher, de commencer à faire des activités qui peuvent occasionner plus de transmission. Donc, c'est toujours important d'être prudent, c'est toujours important de garder nos distances lorsqu'on fait des activités avec des personnes qui ne résident pas chez nous. Il est aussi important de garder nos masques lorsqu'on doit être à l'intérieur de 2 mètres avec quelqu'un qui ne réside pas avec nous, de faire une bonne hygiène des mains et de s'assurer que lorsqu'on commence à avoir des symptômes, on s'isole rapidement pour ne pas transmettre à d'autres qui sont autour de nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous en sommes à la période de questions.
pour faciliter le déroulement de l'activité, je vous demande, s'il vous plaît, de préciser le porte-parole auquel vous souhaitez adresser votre question. J'invite tout de suite M. François Munger à adresser une première question. Oui, donc dans un premier temps, on parle d'augmenter la cadence de vaccination. Est-ce qu'on peut nous donner une idée, un ordre d'idée de quoi ça va avoir l'air dans les prochaines semaines, prochains mois? On nous a parlé au dernier point de presse des 70 ans et plus jusqu'à la fin avril. Le premier ministre Legault a laissé entendre qu'on ne pourrait pas voir de gens à la maison tant que les 65 ans et plus ne seraient pas vaccinés en bonne partie. Donc, est-ce qu'on peut nous donner un ordre d'idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air les prochains mois? Et peut-être préciser aussi la portion travailleurs phase 2 qui semblait soulever beaucoup de questions, là. Oui, bonjour, merci pour votre question. Donc, effectivement, concernant la cadence de la vaccination, au courant du mois d'avril, à partir de la dernière semaine de mars, on a de la vaccination à toutes les semaines dans chacun des RLS, ce qui n'a pas été le cas là, depuis le début. Dans le fond, le lot de vaccins qu'on recevait ne nous permettait pas d'avoir des arrivages dans chacune des RLS, mais c'est le cas pour les prochaines semaines. Donc, il va y avoir de la vaccination là, vraiment en simultané dans tous les sites de vaccination, incluant Centre. Donc, la cadence va augmenter à ce moment-là. Pour ce qui est des travailleurs phase 2, dans le fond, peut-être préciser que les travailleurs phase 2, ce sont quand même des gens qui doivent être en contact étroit physique avec les usagers, c'est-à-dire qui travaillent à proximité. Donc, les travailleurs phase 2, ce sont des travailleurs de la santé. Il y en a qui sont actuellement dans notre établissement qui n'ont pas pu bénéficier de la vaccination avec les travailleurs phase 1. Donc, on précise à ce moment-là les employés, les médecins qui n'avaient pas été visés, qui travaillent soit dans les milieux de vie, des milieux d'hébergement, des milieux de soins, de diverses directions cliniques là, qui n'ont pas été visées. Je vais donner quelques exemples. La direction du programme jeunesse, la direction de la déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique, la santé mentale, la santé physique. Il y avait certains types d'emplois dans la phase 1 qui avaient été priorisés, mais pas l'ensemble des travailleurs. Puis, c'est certain qu'il y a certains travailleurs qui ne sont pas en contact étroit auprès de la clientèle qui ne sont toujours pas priorisés dans la phase 2. Donc, ça, c'est le personnel qui relève de l'établissement du CISAT. Ça regroupe aussi les responsables de ressources de type familial ou de ressources intermédiaires qui n'ont pas pu bénéficier de la vaccination dans la phase 1. Et l'autre volet aussi, c'est qu'on fait référence aux professionnels de la santé, incluant les stagiaires qui travaillent soit dans les cliniques privées, les cliniques dentaires, psychologie, optométrie, GMF, dans le fond, physiothérapie, tous les professionnels, les pharmacies aussi, incluant le personnel technicien qui travaille dans la pharmacie pour la préparation de la médication, sont aussi inclus dans cette phase-là. Et on regroupe aussi les travailleurs communautaires qui sont encore là en contact étroit avec des personnes à risque, par exemple les travailleurs de rue en santé mentale, les travailleurs auprès de la clientèle en itinérance, en toxicomanie, sont aussi inclus dans cette phase-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au courant de la semaine prochaine, on va entrer en contact avec tous ces organismes ou entreprises afin d'avoir leur collaboration pour favoriser la vaccination de leur personnel visé là, par la phase 2. Merci. Une seconde question en provenance de Charles Laferrière de Bell Média. Oui, ma question s'adresse à Mme Subbanjo et Mme Roy pour ajouter. On est à 1 an depuis le début de la crise. Quel bilan vous faites de la gestion du CIS par rapport à la crise? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire davantage ou est-ce que tout a été fait? Quel bilan vous faites de la gestion de la crise? Bien que vous avez adressé la question, je vais laisser Mme Roy compléter, mais je pourrais, pour le volet santé publique, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en général, je vous ai donné un topo, on fait partie d'une des régions qui ont eu moins de cas lorsqu'on voit par taux habitant à travers la province. Donc, on a quand même été épargné. Le nombre de nos cas et des éclosions que nous avons eues sont plus dans les derniers mois
Et c'est suite à l'arrivée du variant dans notre région. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, des liens, des partenariats, des collaborations, des messages, de communication qui a fait en sorte que on a été en mesure de contrôler et de s'assurer l'application de mesures qui protègent les milieux de vie. On a à date, depuis le début de la pandémie, on n'a qu'une éclosion dans nos centres hospitaliers. On n'a eu qu'une éclosion et on n'a eu que 12 éclosions dans le milieu de vie, dans 12 RPA, depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un bilan quand même, comparé à d'autres, on s'en sort bien et c'est parce qu'on a eu une bonne collaboration et une bonne gestion. Mais je laisse Mme Roy compléter. Oui, merci, Dr. Sobanjo. Puis, en fait, je vais vous donner quelques mots, mais en vous mentionnant que pour nous, c'est important de faire justement une activité à laquelle vous allez être conviés, qui va présenter effectivement le bilan de notre région au niveau de la première année de la pandémie et tout ça là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais je peux quand même vous dire qu'un des éléments importants que je retiens, puis que je partage là, avec vous, mais avec tous les partenaires, c'est notre grande capacité de se concerter et de se coordonner ensemble pour porter toutes les actions nécessaires et de façon très agile face à toutes les situations qui se sont présentées, et ce, dès le début de la première phase de la pandémie. On a vraiment pu raffiner, évidemment, en cours de route, là, puis améliorer, je vous dirais, certaines façons de faire, certaines façons de réagir aussi aux situations avec une meilleure connaissance aussi du virus, puis des actions à prendre là, pour être capable de mieux contrôler les situations. Mais vraiment, c'est le travail de collaboration avec tous les partenaires. Puis dans ça, j'inclus toute la population et je vous inclus les médias parce que c'est vraiment ensemble qu'on a réussi à poser les bonnes actions, à porter les bons messages à travers tous les réseaux de communication qu'on a eus pour être capable de se retrouver avec une situation relativement sous contrôle et favorable là, en région. Mais comme je vous le mentionne, il y aura une autre activité qui va suivre dans les prochaines semaines où on prendra le temps vraiment de faire un bilan beaucoup plus complet. Merci. Monsieur Jean-Marc Pelsil demande si vous êtes en mesure de savoir si les décès étaient liés à des variants. Pour l'instant, aucun de nos décès sont reliés aux variants. Nous avons demandé des analyses et aucun de nos décès sont reliés aux variants. Merci. La prochaine question s'adresse à Mme Châteauvert. Un auditeur demande si une personne de 69 ans qui est aidante naturelle pour une personne de 87 ans qui, elle, est vaccinée et qui vit dans un RPA devrait être vaccinée. En fait, est-ce que le proche aidant vit dans le RPA ou… Non, le proche aidant ne vit pas au RPA, a 69 ans et demande s'il devrait être vacciné. Pour le moment, la vaccination, je reprécise que c'est encore pour la clientèle de 70 ans et plus, même si c'est des proches aidants. Malheureusement, là, ça va être le tour à cette dame-là bientôt parce que la prochaine étape après les travailleurs phase 2, ça va être la clientèle de 65 ans et plus. Merci. Toujours pour Mme Châteauvert. Est-ce qu'on est capable d'estimer quand les ambulanciers pourront être vaccinés? Les ambulanciers, ils ont eu accès à la vaccination, puis ils ont accès, dans le fond, quand on a de la vaccination pour le personnel du CISAT, ils ont accès d'ailleurs actuellement, là, il y a des plages ouvertes pour les travailleurs et ils ont l'information. Merci. François Munger. Oui, bon, semblerait-il que mon micro ne voulait pas démuter. Je veux faire un peu comme à chaque semaine, prendre des nouvelles des gens, des jardins du patrimoine. Bon, on a là une population témoin en quelque sorte qui avait été vaccinée. Comment se porte-t-il? De quelle façon le virus a évolué? Bonjour, merci pour votre question. Donc, premièrement, on voit qu'il n'y a pas eu plus de transmission dans ce milieu-là, ce qui nous laisse croire que la vaccination a eu un bon effet. Mais deuxièmement, les gens qui ont été infectés se portent majoritairement bien. Et donc, pour l'instant, on voit que la vaccination peut aider à diminuer l'impact de la COVID. Mais c'est encore tôt, mais ce qu'on a comme information nous permet de dire que oui, la vaccination semble avoir contribué à diminuer l'impact de l'éclosion dans cette résidence.
Une question. Est-ce que les enseignants font partie des groupes prioritaires qui seront vaccinés après les personnes âgées et les travailleurs de la santé? Actuellement, il y a des discussions à cet effet-là au niveau provincial là, pour les enseignants, mais pour le moment, ils ne sont pas priorisés. Ils sont dans la population quand on va arriver à leur tranche d'âge, mais je sais qu'il y a des discussions qui sont faites au niveau provincial actuellement. Merci. Monsieur Charles Laferrière. Oui, vous avez parlé, Mme Sobanjo, qu'on avait encore au-dessus de 2000 tests de fait au courant de la dernière semaine. Ça doit être quand même rassurant de voir que malgré un bon nombre de tests, on a peu de cas. Et vous avez parlé que les cas de variants étaient tous rétablis. Est-ce qu'on peut considérer que le variant ne prend pas trop d'ampleur malgré tout, malgré qu'on voit qu'il n'y a pas trop de cas encore? Merci pour votre question. C'est une bonne question. Pour répondre à votre question, oui, on n'a pas beaucoup de cas et c'est parce que les mesures et l'évaluation que nous faisons sont assez strictes, c'est-à-dire on utilise des mesures plus strictes et des fois, il y a des gens qui trouvent ça difficile parce qu'on doit les placer en isolement, alors que normalement, ce seraient des gens qui auraient été considérés comme de risques faibles. Donc, on a moins de cas, mais la majorité de nos cas sont des cas présomptifs de variants. Donc, le variant, oui, il a de place, il est comme prédominant dans notre région, mais on ne lui donne pas la place. Une question de M. Belzile qui s'adresse à Mme Châteauvert. La cadence de vaccination va augmenter considérablement ici et en Abitibi-Témiscamingue et dans l'ensemble du Québec. Jugez-vous avoir le personnel nécessaire pour augmenter la cadence ou si vous cherchez encore des gens? Actuellement, on a quand même là, du personnel pour répondre à nos besoins, mais on est toujours prêt à accueillir s'il y a des gens qui veulent venir nous donner un coup de main. C'est toujours apprécié. On recrute régulièrement. Donc, mais on est en mesure actuellement de répondre à nos besoins là, pour le mois d'avril sans difficulté. Et en complément, Mme Châteauvert, les gens intéressés, comment doivent-ils faire part de leur intérêt? En fait, ils vont par le site Je contribue pour pouvoir s'inscrire pour donner leur nom pour travailler au niveau de l'établissement. Merci. Un auditeur demande à Dr Sobanjo, pourquoi ne pas offrir le test par gargarisme en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce possible de l'avoir sur demande? Donc, pour l'instant, le test par gargarisme n'est pas offert en Abitibi-Témiscamingue parce que le test a été implanté sur quelques sites. Justement, ce n'est pas disponible à travers la province. Il est disponible dans quelques sites et il est utilisé dans des conditions spécifiques parce que la sensibilité, quand on utilise le test par gargarisme, ce n'est pas le même. Il est moins sensible pour détecter le virus que le test par prélèvement nasopharyngé. C'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas encore offert, mais il y a encore des façons, les experts regardent encore pour voir, y a-t-il une façon de l'offrir et de le rendre plus sensible. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas encore. Monsieur François Munger. Oui, ma question est pour Mme Châteauvert. On a parlé du personnel, on a le personnel nécessaire. Est-ce qu'on a assez de place pour mettre tout ce monde-là dans les prochains mois pour la suite de cette campagne de vaccination? Sinon, est-ce que les ententes sont conclues ou sur le point de se conclure? Donc, actuellement, dans la majorité de nos sites, nous avons la place suffisante selon le nombre de sièges que nous allons avoir là, pour les injecteurs vaccinateurs. On parle de 8 sièges pour Rouyn, Val-d'Or, Lassar et Amos. Au niveau de Ville-Marie, on parle de 5 sièges, donc on est en mesure de répondre. Témiscamingue et Sainte-Terre, on parle de 3 sièges maximum. Puis ça va répondre à la population. Actuellement, on est en démarche là, pour le secteur d'Amos parce qu'on est dans un site temporaire au niveau de l'établissement. Puis afin de pouvoir répondre à notre 8 sièges, on est en attente là, actuellement là, pour un déplacement là, d'ici la fin du mois de mars. Merci. Ça semble compléter les questions pour aujourd'hui. Alors, merci encore une fois à nos porte-paroles pour répondre aux questions des gens. Merci à vous d'être présents avec nous. Puis à tous, je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci, au revoir.
Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce point de presse du CISAT pour aujourd'hui. Évidemment, donc, ça a été relativement rapide aujourd'hui comme point de presse. Je voyais à l'instant, il y a une question qui est apparue à la dernière minute. Malheureusement, le point de presse était terminé. On parle d'augmenter la cadence, mais on ne veut pas s'avancer plus loin à nous dire exactement quand ces gens-là seront vaccinés. On va travailler sur la vaccination des travailleurs phase 2, ce qu'on nous a expliqué. Donc, autant des gens qui sont en contact avec les usagers au niveau du CISAT, mais aussi à l'extérieur, comme dans les pharmacies, par exemple. Message lancé par Caroline Roy en début de point de presse. Appelez votre voisin si vous pensez qu'il n'est pas informé sur la campagne de vaccination. Appelez-le. Et je regarde en même temps les questions qui nous parviennent dans les commentaires. Donc, on pose des questions sur des situations très spécifiques. On vous rappelle qu'en ce moment, on vaccine les 70 ans et plus seulement. En Abitibi-Témiscamingue, il y aura travailleurs phase 2 bientôt, à ce qu'on nous dit. Le site de vaccination d'Amos devrait également être déplacé, à ce qu'on nous a dit. Je vous rappelle, si vous voulez prendre votre rendez-vous au niveau de la vaccination, c'est le québec.ca/vaccin COVID pour les 70 ans et plus. Et si jamais vous présentez des symptômes, vous vous rendez au covid19.québec.ca. Ou encore, vous appelez le 1-877-644-4545. Alors, ben voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui fait le tour de ce point de presse pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.